dû faire une présentation sur le gaspillage alimentaire. Il m'a semblé pertinent de vous présenter dans un premier temps les enjeux. Parce qu'en fait, c'est ça qui va motiver le fait de fédérer toute une équipe autour d'un projet. Quels sont les enjeux et pourquoi, en fait, reconsidérer une organisation tellement transversale. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le gaspillage alimentaire, c'est à la fois un levier pour faire des économies, mais il est aussi tout autre. Il est en fait complètement global. Oh, je vais juste... Voilà. Et sur le même principe en fait que la RSE, on peut voir qu'il y a, quand on essaie de mener une restauration éthique et durable, un pilier économique. Donc, il faut qu'au niveau de l'activité, en fait, le coût de l'alimentation permette de fournir un repas à chaque résident, patient, usager. Il y a un pilier social, évidemment, parce qu'on va toucher à la qualité de vie au travail, on va toucher au respect des personnes. On va aussi, pour des résidents, avoir un vrai impact sur leur santé à long terme. Et puis, bien sûr, le pilier environnemental, puisqu'il y a de nombreux impacts négatifs si on ne le maîtrise pas bien. Alors, je finis juste d'admettre les dernières personnes. Voilà. Et donc, je vous ai détaillé un petit peu tout ça. Donc, au niveau des enjeux sociaux, la première chose à faire, c'est de considérer le repas à sa juste place. C'est-à-dire que le repas est un soin. Et pour toutes les personnes qui seraient en situation fragile, ça a vraiment un impact énorme. Il faut une prise en charge personnalisée. La plupart du temps, on prend en compte, dans un premier temps, les allergies, puisqu'évidemment, ça touche à l'état de santé de la personne. Mais les aversions sont un petit peu plus rares. Et pourtant, ça a énormément d'importance. Et on peut aller, pour personnaliser le repas, jusqu'à prendre en compte les préférences de l'usager. Et c'est très important puisque on voit que une grande majorité du gaspillage alimentaire est produite parce qu'on comprend mal les attentes, on répond mal en fait aux attentes des personnes. Donc, comment faire pour avoir une prise en charge personnalisée? Il faut bien sûr partir de toutes les études au niveau besoins nutritionnels concernant chaque type d'usager. Mais il faut aussi tout simplement interroger les gens. Donc, quand ils arrivent dans les structures, leur faire un questionnaire sur les préférences, les aversions, les textures, etc., leurs habitudes personnelles. Donc, proposer une alimentation ne mettant pas en danger la santé à long terme. Alors, on peut parler à minima de la dénutrition et de l'obésité, mais je pourrais parler aussi des additifs alimentaires, des colorants, et du coup là, de l'impact sur la santé vraiment durant toute une vie. Et bien sûr, quand on parle d'établissements de santé, de structures sanitaires ou médico-sociales, on comprend bien quel est leur rôle et à quel point elles ne peuvent pas fournir de la restauration qui aurait un mauvais impact sur la santé des usagers. Avoir une alimentation qui répond aussi très justement aux besoins des personnes, c'est réduire la médication et éventuellement les compléments alimentaires, puisque une bonne alimentation, si on se nourrit bien, on voit qu'il y a beaucoup moins de prise d'anxiolytiques. Et puis, bien sûr, on peut avoir avec une alimentation bien ciblée assez d'apports, même chez les personnes âgées, pour éviter la prise ou au moins réduire la prise de compléments oraux. Augmenter la qualité de vie au travail. Alors, bien sûr, on va parler des chefs de cuisine, de tout le personnel de cuisine, qui aura plus d'implications s'ils font de la cuisine de qualité, s'ils ont un retour de la part des usagers qui est positif, un retour de la part des équipes de service qui est positif, mais aussi le personnel de soins et le personnel qui accompagne les usagers, puisque on sait que le repas en fait cristallise énormément de tensions, et donc c'est très important d'agir dessus. Ce qui est aussi compliqué à manager quand on essaie de changer la qualité de la restauration, c'est qu'on fait face à des équipes qui ne travaillent pas forcément ensemble d'habitude. C'est-à-dire qu'on va souvent opposer l'équipe de cuisine à l'équipe de service, à l'équipe de soins. Et quand on veut travailler de façon pertinente et efficace, il va falloir rassembler tout ce monde-là autour d'une table et du coup avoir une prise en charge commune et un plan d'action commun. Et évidemment, augmenter la qualité de vie des usagers, puisque
ça fait partie aussi du respect de la personne, de la bienveillance. Ça passe aussi par le repas. On sait à quel point des personnes qui sont accueillies dans des établissements, des structures de santé, attachent en fait de l'importance au repas. Et puis, c'est bien sûr une des choses que les familles voient. Elles sont très attachées. On sait à quel point, au niveau social, ça a de l'importance. Les enjeux économiques, eh bien, ils sont aussi très nombreux, puisque, bien sûr, on va limiter le gaspillage alimentaire. On va le limiter parce qu'on l'a acheté, cette nourriture, et vous verrez juste après, ça ne se limite pas à ça. Les enjeux économiques, il y a donc les denrées qu'on a achetées, le coût du temps de travail, et puis aussi le coût des déchets, puisque vous allez payer du coup 2 fois ces denrées, une fois au moment de les acheter pour les cuisiner, et puis une fois au moment où vous les jetez. Donc, bien sûr, il faut acheter de façon plus responsable. Et là, on touche à la question épineuse des grammages. Et on sait que pour avoir un grammage adapté, il va falloir fouiller, il va falloir mesurer, il va falloir peser. Et on ne peut pas faire l'économie en fait, de ce bilan pour pouvoir construire sur quelque chose de concret. C'est-à-dire que ce qui est vrai dans un établissement ne le sera pas tout à fait dans l'autre. Et les grammages, il va falloir comme ça les juger au plus juste selon la population que vous accueillez. Optimiser le coût du temps de travail, parce qu'évidemment, si vous jetez, admettons, 10% des denrées que vous préparez, ça veut dire qu'il y a un temps de travail qui ne sert à rien, puisque cette nourriture va directement à la poubelle. Donc, déjà, c'est dommage parce que ça puise énormément de ressources, mais en plus, ça désengage en fait le personnel de cuisine. Et puis, ça va créer des tensions, comme je le disais tout à l'heure, entre les différentes équipes. Et on se retrouve souvent dans des situations qui sont complètement crispées. Optimiser les transports, bien sûr, puisque comme je vous le disais, faire livrer de la nourriture pour la préparer et ensuite la jeter, c'est pareil, ça coûte en ressources, ça émet des gaz à effet de serre. Donc, voilà, l'idée, c'est d'être vraiment au plus juste et de réduire, bien sûr, le coût des déchets tout en anticipant l'augmentation de la TGAP qui ne va pas tarder. Et on sait que dans les prochaines années, ça deviendra un enjeu économique majeur. Les enjeux environnementaux, alors il y en a des tas, évidemment, puisque le secteur de la restauration va de la production justement de la production agricole en passant par la transformation et puis après la gestion des déchets. Mais je vous ai retenu 2 chiffres pour pas trop rentrer dans les détails. Le secteur de l'alimentation, c'est 25% des gaz à effet de serre qui sont produits en France et le gaspillage alimentaire est responsable à lui seul de 3% des gaz à effet de serre produits en France. Donc, on voit à quel point là, on a un levier au niveau environnemental dont il faut absolument s'emparer. Et évidemment, la nouvelle réglementation pousse dans ce sens-là, que ce soit au niveau de la réduction du coût des gaz à effet de serre des établissements, mais aussi en augmentant la qualité, donc avec la loi Egalim qui est en train de se mettre en place, on va devoir acheter au plus juste et donc réduire justement les gaz à effet de serre liés au gaspillage alimentaire. Et enfin, on a des enjeux durables, puisque comme je le disais, la restauration, c'est un secteur complètement transversal. Donc, bien sûr, l'enjeu majeur, c'est de comprendre d'où ça vient et de réduire le gaspillage alimentaire à toutes les étapes, de l'approvisionnement à l'assiette et même, comme je le disais, dans les déchets. Améliorer la prise en charge hôtelière et le respect des usagers, évidemment, et c'est aussi très compliqué la prise en charge hôtelière parce qu'on tombe souvent sur des équipes en fait, qui ne sont pas formées à ça, ils ne sont pas serveurs, ils n'ont pas fait d'école hôtelière et on leur demande, en plus de leur travail du coup, de prendre en charge cet accueil, ce service et c'est un vrai métier. Donc, ce n'est pas évident. Améliorer l'image de la restauration de l'établissement. Alors, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de faire du greenwashing, mais c'est simplement de faire reconnaître ce qui est mis en place. Pourquoi ? Parce que dans les structures de santé, la plupart des gens sont incapables de juger un soin. C'est-à-dire que moi, si demain, je vais à l'hôpital, je suis incapable de vous dire si on m'a fait une bonne ou une mauvaise prise de sang. Je sais qu'on m'a fait une prise de sang. Mais par contre, tous les usagers sont en capacité de dire si le repas était bon ou pas. Et souvent, c'est cette image-là qui va rester. Cette image-là, elle reste parce que donner à manger, c'est aussi nourrir. Et nourrir à plein d'échelles différentes, c'est aussi prendre soin. Donc, c'est ça, en fait, que l'usager va pouvoir juger, ça et l'hygiène de la chambre en général. Mais la restauration, ça reste vraiment le marqueur
de l'intention, en tout cas, de l'institution pour l'accueil et le respect de la personne. Donc, c'est vraiment très important et il faut vraiment s'attarder là-dessus aussi pour cette raison-là. Être en conformité avec la réglementation, bien sûr, elle est mouvante et elle est dense en ce moment pour tout ce secteur-là de la restauration. Ça se met en place. Il y a déjà plein d'exemples, des retours d'expérience. Je vous ai mis un retour d'expérience à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quelle ampleur sont les leviers financiers pour… évidemment, l'idée, ce n'est pas d'économiser de l'argent. L'idée, c'est de mieux le répartir. Donc, peut-être mettre plus d'argent dans l'achat des denrées de qualité, que les gens les consomment et un peu moins, du coup, à la poubelle. Et bien sûr, être acteur de la bonne santé et de l'éducation de chacun parce que ce que vous allez expliquer, ce que vous allez défendre à travers votre restauration, eh bien, les gens l'emporteront chez eux. Pour les gens voilà, qui viennent sur de la courte durée, si vous ne proposez pas, par exemple, systématiquement du sucre, eh bien, vous allez pouvoir avoir un discours d'éducation, de santé publique auprès de ces usagers. Et on sait à quel point c'est important. Alors, pour faire un bilan au niveau des enjeux, puisque là, on a vu que c'était hyper transversal, maintenant, on va parler un peu plus chiffres. Donc, selon l'ADEME, les pertes et le gaspillage alimentaire, ça représente en moyenne 17% des quantités préparées. Donc ça, c'est lié à plusieurs choses. Il y a évidemment toute la partie en fait qui n'est pas consommable. Donc là, les peaux de banane, les os de poulet, voilà. Il y a toute la partie qui est en fait surservie, c'est-à-dire qu'on va vous mettre des quantités que vous n'êtes pas en capacité de manger ou que vous n'avez pas envie de manger. Il y a toute la partie justement de non prise en compte des aversions, des préférences des usagers. Et puis, il y a deux autres biais sur lesquels, par contre, il est assez facile de travailler. Le premier, ce sont les denrées qui vont être préparées et en fait qui ne sont plus présentables. Elles sont tout à fait consommables mais plus présentables. Ça va être les pommes qui ont un petit peu rosé parce qu'on ne les a pas mis dans le citron. Ça va être les carottes râpées qui se sont oxydées. Et en restauration, on a vraiment cette culture du beau. Et donc, on ne sert pas des denrées qui seraient un tout petit peu esthétiquement… elles ne sont même pas abîmées, elles ne sont juste pas complètement en adéquation avec les attentes, en fait. Mais ça aussi, ça peut s'expliquer. Et ça ne représente aucun danger sanitaire, évidemment. Donc voilà. Et ensuite, il y a bien sûr un biais qui est très important. On a une étude du CH de Besançon là-dessus, sur les patients partis, sur les patients au bloc, sur les usagers qui seraient dans un rendez-vous médical extérieur, par exemple. Et là, par contre, on est dans de l'optimisation de l'organisation. Et là, il y a vraiment un rôle à jouer pour les établissements de santé, puisque c'est de l'information interne et on peut tout à fait imaginer, en tout cas, qu'il puisse y avoir une meilleure gestion à ce niveau-là. Il y a aussi tout ce qui est plateau commandé pour d'éventuels patients, mais qui ne seraient pas encore arrivés, ou des plateaux commandés en plus, ce qu'on appelle les au cas où. Et le souci, c'est que les au cas où, à l'année, eh ben, ça représente un sacré budget. Et on a des exemples d'établissements qui arrivent à juger vraiment au mieux ces au cas où et ces plateaux qui seraient là pour des usagers qu'on n'attendait pas forcément. Donc, c'est 14% du coût d'achat des matières premières. Et donc là, on voit bien qu'il y a un levier économique évident. Hein, c'est-à-dire que si 14% du coût que vous mettez dans vos matières premières est perdu, ben on a d'autres idées pour dépenser cet argent. Et il y a d'autres besoins ailleurs. Donc, c'est vraiment efficace de s'intéresser à ça lors d'une démarche RSE globale. Et même pour commencer, c'est vraiment quelque chose qui va parler à tout le monde. Toutes les équipes que moi j'ai pu rencontrer au cours de ces 2 ans et demi de consulting sur ces sujets, personne n'est indifférent au fait de jeter de la nourriture à la poubelle. Je veux dire, ça révolte tout le monde et tout le monde veut faire quelque chose. Donc on a là vraiment un super levier pour fédérer l'équipe autour de la démarche, pour montrer à quel point c'est concret et puis en plus avec des résultats qui peuvent être très vite observés, puisque en économisant cet argent-là, on peut le réinvestir ailleurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche bien.
15% des coûts complets d'un repas. Donc là, on voit à quel point c'est lourd et à quel point on pourrait agir. Et donc, comme je vous le disais, 17% des émissions de gaz à effet de serre produites lors d'un repas sont jetées. Donc voilà, on sait combien c'est difficile pour des structures de réduire leur émissions de gaz à effet de serre par rapport au transport, etc. Mais l'alimentation, on l'oublie souvent, c'est aussi un vrai levier. En termes purement financiers, je vous ai mis un petit exemple là pour illustrer un peu. Donc, un hôpital qui servirait 1000 repas par jour à peu près, donc toute l'année, le coût direct, c'est 100 000 € et le coût complet, c'est 200 000. Les causes. Alors, les causes, elles sont nombreuses. Je vous l'ai un petit peu évoqué. Il y a évidemment l'environnement du repas. C'est par exemple, est-ce que ça va être bruyant? Est-ce que la salle de restauration ressemble à une salle de restauration? Donc ça peut passer par des petits détails, mais qui ont vraiment leur importance. Ça peut être une ardoise à l'entrée, ça peut être la tenue des gens qui servent. Si vous êtes servi par des personnes, des soignants en blouse, vous ne serez pas tout à fait dans les mêmes dispositions que si vous êtes servi par quelqu'un qui porte un tablier de garçon de café, par exemple. Et ça a un vrai impact sur la prise du repas. La qualité des produits, bien sûr. L'appétit, évidemment. Donc là, c'est pareil, il faut s'adapter. Une personne âgée n'aura pas le même appétit qu'une femme, par exemple, qui serait là pour un accouchement. Donc, il va falloir s'adapter et proposer des denrées qui permettent d'avoir une nutrition suffisante et en même temps qui puissent être présentées à la personne sans qu'elle prenne peur par rapport à la quantité. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond à faire. La qualité de la production, donc là, on va toucher au goût, à la température, etc. et aux techniques de cuisine, mais c'est vraiment pas la seule cause du gaspillage alimentaire. Souvent, on a tendance à faire ce raccourci-là, mais on constate vraiment sur le terrain que c'est un ensemble de choses. Le mode de production, puisqu'il y a, à partir du moment en fait, où vous décidez de produire en liaison froide, en liaison chaude, en cuisine satellite ou en cuisine sur place, on voit qu'il y a des écarts tout de suite au niveau du gaspillage alimentaire. La personnalisation du repas, comme je vous l'expliquais, donc les aversions, les préférences, les convictions, religieuses aussi, mais maintenant on a aussi des convictions, je dirais, idéologiques. Donc je parle par exemple des végétariens, des végétaliens, donc il va falloir aussi les accueillir et leur permettre d'avoir un repas qui soit suffisant. La qualité du service, bien sûr. Et puis, la commensalité. Donc, la commensalité, c'est un terme qui est très peu utilisé et je trouve que c'est dommage parce que dans les structures de santé, c'est vraiment un enjeu. La commensalité, c'est qu'est-ce que ça veut dire de manger ensemble? Est-ce que si moi, je mange, par exemple, un repas haché mixé parce que ça correspond à mon état de santé et qu'à côté de moi, quelqu'un a un repas cuisiné et beaucoup mieux présenté, est-ce qu'on mange vraiment ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas là tout de suite une inégalité au niveau du repas? Et ça, c'est pareil. Voilà, on touche à la prise en charge, on touche au respect du patient. Et donc, c'est très intéressant de travailler sur ces questions-là en prenant en compte justement ce que c'est pour l'établissement, quelles valeurs on défend et quelle est, nous, notre façon de voir la commensalité. La méthodologie. Donc, comme je vous le disais, pour pouvoir faire quelque chose, il va falloir d'abord faire un bilan. Donc, le bilan, c'est toute la phase en haut, là, donc comprendre. On va observer les circuits de distribution des repas, les pratiques hôtelières, les écarts liés à la gestion du service, donc les repas préparés non distribués, les repas livrés non commandés, les patients partis, etc. Tout ce que je vous disais tout à l'heure. On va réaliser des pesées pour l'évaluation du gaspillage alimentaire. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Moi, la plus efficace que j'ai pu constater sur le terrain, c'est de faire une pesée avec le plateau plein avant qu'il soit distribué et une pesée à la fin du reste alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que suivant les régimes et surtout suivant les croisements en fait, de régimes, il peut y avoir des différences de poids de repas qui vont jusqu'à des repas parfois, quand ça tombe mal, par exemple quelqu'un qui serait, je ne sais pas, sans sel et avec un régime, par exemple, pauvre en graisse, et ben, du coup, on va trouver des associations qui vont faire que parfois les repas dépassent les 800-900 grammes.
Et là, pour des personnes âgées, on comprend bien que tout de suite, c'est un problème, même avant que le repas soit servi, même si la personne avait un très bon appétit, on sait pertinemment que dans ces grammages-là, elle ne mangera pas tout. Et puis, réaliser une enquête de satisfaction pour avoir les impressions vraiment au moment du repas, parce que ça, c'est super important. On a tendance à oublier un peu les causes exactes et à tout ramener, comme je le disais tout à l'heure, aux techniques de cuisine, au goût. Mais parfois, ce n'est pas tout à fait ça. Il s'agit aussi d'une température. Il peut s'agir aussi d'une façon d'amener le plat. De le mettre dans de bonnes dispositions. Donc, le plus compliqué, ça reste quand même en chambre parce que la distribution des repas en plateau, quand on mange seul dans son lit, c'est quand même compliqué d'être hyper disponible pour consommer ce repas. Donc là, il y a peut-être aussi un travail à faire sur des salles communes. On en voit dans des services sans que ce soit forcément un self, mais au moins une salle commune dans le service pour que les gens puissent manger ensemble. Une fois qu'on a fait tous ces constats et qu'on a compris un petit peu d'où venait notre gaspillage alimentaire, on va analyser. Donc, on va regarder les freins, les problématiques rencontrées à chaque étape. Par exemple, il y a des circuits de distribution de repas que vous ne pouvez pas vraiment changer parce qu'au niveau de l'architecture de votre bâtiment, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, il va falloir faire avec. Et donc, ça, il faut l'identifier tout de suite pour pouvoir construire en fait un plan d'action par la suite qui sera complètement adapté à votre établissement et qui sera réalisable. On va mesurer l'impact financier du gaspillage alimentaire, comme je l'ai fait un petit peu plus haut, pour justement savoir de quelle enveloppe on parle et de quelles possibilités on a dans un second temps. On va mutualiser les bonnes pratiques parce qu'il y en a partout dans les établissements et on va identifier les axes d'amélioration possibles, comme je vous le disais, en prenant en compte les contraintes. Et la dernière étape, c'est la mise en œuvre, bien sûr, donc la co-construction d'un plan d'action. Il faut le faire avec les équipes, c'est important parce qu'elles seront impliquées et elles seront aussi, elles, du coup, porteuses de la bonne parole sur le terrain. Choisir des indicateurs de suivi de la démarche pour savoir exactement où on va et pouvoir constater, du coup, les améliorations. Et la mise en place, bien sûr, d'une stratégie d'amélioration continue. Donc, je vous ai mis pour les dernières slides un retour d'expérience. C'est une opération qui a été menée par l'ADEME qui s'appelle Opération Santé Témoin. Je vous ai mis le lien. C'est vraiment super intéressant. C'est très bien fait. Nous, on a participé aux côtés à l'accompagnement des établissements. Donc, c'est 17 établissements. Je vais être très rapide pour laisser un petit peu de temps pour les questions. C'est 17 établissements, donc 14 du secteur sanitaire, 3 secteur médico-social. Il y a eu en tout 77 actions qui ont été menées sur 3 thématiques différentes, donc le gaspillage alimentaire, les déchets et les achats responsables. Et on voit là, au niveau du gaspillage alimentaire, il y a eu 62 actions pour du coup pas d'investissement particulier puisqu'on va chercher d'abord à éliminer là où on perd de l'argent. Et les économies qui sont projetées par an, elles sont de 231 000 €. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a un levier énorme. Et donc, je vous ai mis quelques exemples liés au gaspillage alimentaire. Donc, l'amélioration de la satisfaction, l'amélioration des process, des parts de frais de local. Donc, là, on tâche vraiment à la qualité. Et puis, bien sûr, pour finir, la sensibilisation du personnel et des usagers à ce qu'ils font. Et notamment par rapport au pain dans les self-services, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. De montrer aux gens la quantité de pain qui est jetée, ne serait-ce que tous les jours ou à la semaine, mobilise vraiment et fait vraiment prendre conscience. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant… apparemment, non. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Comme ça, je pourrai vous voir. Et du coup, si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Il nous reste 5 grosses minutes. Bonjour Luce. Bonjour. C'était très intéressant, merci. Merci. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez pu constater une différence en termes de gaspillage alimentaire entre une cuisine satellite et une cuisine sur place? Oui, complètement. On constate une différence. Alors, c'est bien sûr des moyennes nationales. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les systèmes exactement pareil, mais effectivement, il y a une différence tout de suite parce que en ayant une cuisine satellite, la plupart du temps, c'est une liaison froide. Et la liaison froide implique quand même une modification du goût, des textures. Voilà, quand on est à une production qui se fait un jour, 2 jours, ou même un peu plus
avant la distribution, bah forcément, on n'est pas tout à fait dans la même qualité d'aliments, même si au niveau nutritionnel, etc., tout est rempli. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais, mais en tout cas, au niveau du goût, c'est pas ce qu'on a l'habitude de manger. Enfin, chez nous, je veux dire, de façon habituelle, on produit rarement un repas 3 jours avant, juste avant de le distribuer. Donc, effectivement, il y a une grosse différence. Déjà là, au niveau du coup de la gouvernance, les prises de décision ont un impact direct sur le gaspillage alimentaire. Et peut-être le fait aussi que les patients, ce public-là, s'il y a une cuisine sur place, je veux dire, ce n'est pas désincarné la cuisine. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cuisinent, on sait qu'ils cuisinent, on connaît la personne. Peut-être que, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais peut-être que ça rajoute à ce lien affectif qu'on peut trouver quand vous disiez la commensalité. Peut-être que ça rajoute aussi cette dimension-là. Oui, complètement. Et en plus, quand il y a les cuisines sur place, les cuisiniers ont souvent tendance à sortir, à parler avec les usagers. Et donc, du coup, ils recueillent, en fait, sans qu'il y ait forcément de formulaire institutionnel, mais les goûts. On arrive maintenant dans des établissements où il y a des cuisines en interne, où les cuisiniers peuvent nous parler pendant des heures de leurs usagers et ils savent exactement ce qu'ils aiment moins. Et ça, c'est sûr que c'est très intéressant pour le gaspillage alimentaire parce qu'on va avoir tendance à dépasser un petit peu tout ce qui est a priori formalisé pour vraiment personnaliser. J'ai une autre question de la part d'Olivier. Les produits frais génèrent-ils plus de déchets ? Oui et non, c'est-à-dire que des produits qui seraient préparés, en fait, les déchets sont quand même produits. Ils sont juste produits à un autre endroit. C'est-à-dire que si vous allez dans un magasin qui vend par exemple que du surgelé et que vous achetez des légumes déjà épluchés et déjà taillés, et ben, toutes les chutes et les épluchures ont été jetées quand même, mais à l'usine de production. Donc en fait, les déchets existe quoi qu'il arrive. Ce qu'on peut faire de mieux pour gérer ça, c'est de produire avec des produits frais, avec de vrais cuisiniers, parce que c'est là aussi que la technique culinaire va prendre toute sa place, puisqu'un cuisinier qui a été formé comme un cuisinier, donc avec de vraies techniques de cuisine, va pouvoir se servir des épluchures pour faire des bouillons, va pouvoir se servir des chutes pour faire des purées, des soupes, etc. Et c'est vraiment la meilleure façon de gérer une cuisine, c'est vraiment de réemployer un maximum. Et c'est même au niveau des achats, en fait, que ça va se jouer. C'est-à-dire qu'un cuisinier, un chef de cuisine qui aurait cette culture-là, au moment des achats, va prendre des produits qu'il peut utiliser quasiment complètement. Merci, Luce. Eh ben, merci à vous. On est quasiment au bout, donc je vous laisse encore 30 secondes pour une question si quelqu'un est intéressé. Sinon, Chloé vous a mis toutes les informations du coup dans le chat. Puis comme je vous l'ai dit, vous retrouverez au moment de la vidéo toutes mes coordonnées sur notre chaîne YouTube. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous laisse. Du coup, c'est l'heure du repas. Donc c'est parfait. J'espère que vous ne gaspillerez pas trop ce midi. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.